Bonjour à tous, je m'appelle Ramatoulaye Fall. Je travaille pour le British Council Sénégal en tant que chef de projet et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette présentation que nous allons donner. On va laisser les gens un peu arriver sur le live, mais aujourd'hui nous sommes là pour un webinaire qui mettra en lumière les nombreuses formes et tailles des entreprises sociales et les formes d'organisation connexes dans les pays de l'ACP. On va voir ensemble comment est-ce que ces différences influent sur le besoin de financement. Bienvenue à tous. Donc, on va laisser passer quelques instants le temps que tout le monde arrive. Donc, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui qui s'appelle « Pas de taille unique pour tous ». Donc, nous allons voir ensemble les besoins variés des entreprises sociales et inclusives. Donc, pour agenda aujourd'hui, je vais commencer dans quelques instants par une présentation de l'aide offerte par ICR Facility aux responsables politiques et aux autres acteurs ICR. Ensuite, je passerai la parole à Fabienne qui nous fera les premières conclusions de la recherche à l'intention des responsables politiques dans les pays de l'ACP. Et nous procéderons ensuite à une table ronde où on parlera des problématiques de développement, des entreprises sociales et solidaires, la définition des missions, la reconnaissance du statut, l'accompagnement, les mesures d'impact et de reporting extra-financier. Donc, ce sera en compagnie de l'Institut 2IE et de PNB Paribas. Ensuite, on ouvrira pour des questions et réponses de la part de vous qui nous regardez aujourd'hui et on vous expliquera le support individuel que vous pouvez avoir dans ce cadre-là. Je m'appelle Ramatoulaye Fall et je travaille pour le British Council Sénégal et ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur la pas de taille unique pour tous, sur les besoins variés des entreprises sociales et inclusives. Donc, on laisse encore, disons, encore une minute et on va démarrer l'événement. OK. Donc, je pense qu'on peut commencer. Nous allons commencer par un mot de bienvenue aujourd'hui de Espicion Joaquín Oliveira Gomez. Espicion, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui en représentation des groupes des États, de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, l'OSAPS, dirigée par son Excellence M. Georges Rebelo Pinto Chicotti, et organisée aussi par nos partenaires, l'Union européenne, avec la coopération allemande, le British Council, Expertise France et CNV. Et on est très satisfait de participer à ce type d'événement d'aujourd'hui et qui correspond vraiment à la nature même de notre groupe, discuter et arriver à des solutions conjointes. Pour nous, le thème est très intéressant et des pas de taille déjà prédisposés pour des entreprises sociales. Pour nous, honnêtement, ce qui définit une entreprise sociale, c'est pas sa taille, c'est pas sa type de travail, c'est pas même pas comment il joue, sinon sa passion pour améliorer la vie de nos citoyens. Les entreprises sociales sont très importantes dans nos pays. Ils font un travail remarquable et essayer de les rentrer dans des cases définies pour qu'ils puissent avoir accès à une aide financière ou une aide technique, etc., ça va au détriment de leur propre raison d'être. Donc, on est très content que la discussion ait aujourd'hui. On comprend que, bien sûr, les investisseurs et les donneurs voudraient toujours avoir des choses plutôt préétablies, mais nos combats, c'est un combat pour la flexibilité. Nos entreprises sociales seront aussi variées que nos gens sont variés. Même si j'adore dire, et c'est la vérité, que je me sens chez moi dans chaque pays ACP que je visitais, et je me sens sénégalais. Sénégal, c'est un pays que j'adore.
je me sens rwandais, je me sens haïtien, je me sens fidjien, et de tous ces pays. Mais il faut reconnaître qu'on a nos spécificités et même les entreprises sociales aussi ont différents univers dans lesquels ils travaillent et différents bénéficiaires. Donc, c'est à nous, les donnants, les gens qui vont améliorer la vie de nos concitoyens, à nous adapter à leurs besoins et pas le contraire. Donc, ce que je voudrais transmettre aujourd'hui, c'est, je dirais, reconnaître la passion des gens, des frères et des sœurs qui travaillent dans cette pays social, reconnaître aussi les grands travaux qu'ils font et les besoins qu'il y en a pour que un monde, je dirais, un monde plus juste. Qu'est-ce qu'on cherche, nous tous? Donner l'opportunité à des gens qui n'ont jamais eu de l'opportunité, c'est important. Pour notre secrétaire général, M. Chicotti, la promotion des femmes et la promotion de la jeunesse sont deux piliers de ces actions. Et les entreprises sociales travaillent beaucoup vers celle-là. Ils travaillent aussi pour aider les plus démunis de nos sociétés. Et c'est très important, c'est un labeur très important qui est fait. Et c'est à nous, comme groupe, de nous adapter à leurs besoins. Je dirais, pour terminer, qu'il faut travailler ensemble, partager nos expériences, être flexible et surtout rêver ensemble d'un meilleur futur. Les entreprises sociales nous aident à rêver et nous aident à changer ce futur pour nos concitoyens. Et on remercie énormément les organisateurs, l'Investment Climate Reform Facility et surtout nos partenaires de toujours l'Union européenne pour nous permettre de rêver ensemble et aider nos concitoyens. Bien sûr, on ne fait jamais assez et on voudrait faire de plus en plus, mais ce que vous savez, c'est l'engagement des groupes des OASPS à Bruxelles, de tous les staff techniques sous le mandat de M. Chicotti, c'est d'aider à nos gens à travailler de la façon qu'ils considèrent mieux et on est là pour vous aider, pas pour donner des leçons et on est là aussi pour apprendre. À tout grand merci pour votre temps et on reste à votre disposition. Merci beaucoup, Espicion Oliveira. Donc, Espicion Oliveira est le sous-secrétaire général responsable du département transformation économique structurelle et commerce pour l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OACPS. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis Ramatoulaye Fall. Je travaille pour le British Council Sénégal en tant que chef de projet et je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur pas de taille unique pour tous. Quels sont les besoins variés des entreprises sociales et inclusives? Donc, durant, on va dire, les 2 heures qui suivent, nous allons mettre en lumière les nombreuses formes et tailles d'entreprises sociales et les formes d'organisation connexes dans les pays de l'ACP et comment ces différences influent sur leurs besoins de financement. Les principales différences peuvent inclure la constitution juridique, la gouvernance, c'est-à-dire entreprise sociale, coopérative, entreprise privée, ONG, entreprise sociale, le modèle d'entreprise, le type d'activité et impact, la taille de l'organisation, la trajectoire de croissance, les bases de compétences et opportunités de marché. Et on peut en nommer encore plusieurs d'autres. Donc, durant cet événement que l'on a aujourd'hui, on va essayer de faire ressortir lors de la discussion les différentes nuances relatives aux besoins de l'écosystème, de la finance sociale et aider à identifier les moyens de créer un environnement favorable et propice à la réussite des entreprises sociales, comme l'a si bien expliqué Espicion. Donc, nous parlerons en français durant ce webinaire et ce webinaire sera enregistré. Donc, si vous ne vous sentez pas confortable, je n'ai pas envie de dire que vous pouvez quitter le call, mais aucun nom n'apparaîtra sur l'enregistrement. Nous sommes dans un, comme on dit chez nous, safe space, mais pour des besoins de pouvoir partager tout ce que l'on va avoir aujourd'hui en termes de connaissances, nous enregistrons cette séance. Donc, j'espère que nous avons votre consentement. Maintenant, nous allons avancer sur la présentation que nous allons avoir aujourd'hui où on va repasser un peu ensemble les buts et l'objectif de la réunion avant de passer la parole à Auréliane pour les premières conclusions de la recherche. Donc, qu'est-ce que ICR Facility? Donc, l'objectif aujourd'hui, dans le cadre
de ce programme qui a été cofinancé par l'Union européenne, la coopération allemande, le British Council, Expertise France et FNV. L'objectif est de soutenir les pays, les institutions régionales des pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique dans leur processus de dialogue public-privé afin de créer un climat d'investissement plus favorable et plus durable. Donc, dans le cadre de ICR Facility, il y a une assistance technique pouvant aller jusqu'à 90 jours pour des interventions qui peuvent être des réformes dans l'environnement de l'entreprise, qui peuvent être un environnement des entreprises pour la durabilité ou pour un dialogue public-privé. Donc, les demandes que nous recevons doivent viser à améliorer le climat des affaires et des investissements dans les ACP, doivent faire partie d'une stratégie plus large, d'un processus de réforme ou d'un mécanisme de PPD, comporter un volet PPD et être remis par des organisations gouvernementales, des associations d'entreprises, des institutions financières et les délégations de l'UE dans les pays de l'ACP. On va passer à la slide suivante. Donc, pour les premières conclusions de la recherche à l'intention des responsables politiques dans les pays de l'ACP, je vais passer la parole à Fabienne qui va vous en dire plus tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, faites-moi signe si c'est bon. Alors je veux sans plus tarder vous présenter les résultats des études que nous avons menées sur plusieurs mois. C'était principalement une recherche documentaire avec l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Alors, on va passer peut-être à la slide suivante. Voilà. Alors, on va principalement avoir 3 points. Le premier serait de pouvoir vous montrer les modèles qui sont mis aujourd'hui d'entreprises pour les entreprises sociales solidaires, principalement dans les pays de l'ACP, les différents besoins de ces organismes et aussi les opportunités qui peuvent être mises en place pour soutenir ces organisations et leur permettre de se développer tout en assurant les enjeux socio-environnementaux pour les populations locales. Slide suivante. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas une définition formelle de ces entreprises. Donc, il n'y a pas aujourd'hui un cadre juridique, une définition juridique qui viendrait couvrir ce qu'on appelle une sociale entreprise et solidaire. Donc, elle peut soit pouvoir définir sa mission, donc de se dire, OK, là, c'est notre mission, c'est notre engagement. Mais après, en termes de structure juridique, elle devra soit se positionner comme une entreprise à but lucratif ou à but non lucratif. Donc, elles ne peuvent pas encore se démarquer dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, il y a principalement l'Afrique du Sud où on voit qu'il y a un code légal qui reconnaît ce type d'entreprise et qui fait qu'aujourd'hui, ça favorise aussi l'essor de ce type d'entreprise. Mais pour le fait qu'il n'y ait pas de cadre légal qui les définisse, le fait qu'il n'y a pas des politiques qui visent ces entreprises, beaucoup d'entreprises peuvent définir leur mission, mais après, en termes d'accompagnement, en termes d'écosystème, il n'y a rien qui permet de travailler à leur essor. Slide suivante. Alors, nous allons voir différentes thématiques, dimensions. Donc, la première, donc, nous avons vu déjà la forme légale qui a directement un impact en termes d'accès au financement. Pourquoi? Parce que si l'entreprise se positionne comme à but lucratif, donc ça veut dire qu'elle se ferme la porte où elle aura des difficultés à pouvoir lever des fonds auprès des investisseurs sociaux qui, eux, cherchent en plus du rendement financier tout ce qu'on appelle impact social
ou environnementales. Donc, ça fait que le fait qu'elles se définissent comme à but lucratif, donc elles se limitent ces champs. Et lorsqu'elles sont à but non lucratif, donc c'est qui est peut-être une organisation de charité, alors ou une association, ben du coup, elles ne peuvent pas lever du capital. Donc, elles ne sont pas associées à une entreprise classique avec un modèle économique qui va permettre aux investisseurs d'entrer dans le capital. Et donc, cela a une répercussion sur leur modèle économique aussi, parce que, ces entreprises d'abord emploient des personnels qui viennent souvent des groupes marginalisés. Ça peut être soit des femmes, soit des personnes qui viennent des populations défavorisées. Et donc, il y a un grand besoin en termes de formation de ces personnes et de développement de tout ce qu'on appelle skill, de tout ce qui est des développements techniques qui pourront les aider dans leur travail au quotidien. Du coup, l'entreprise elle-même aussi finance cet accompagnement de ces populations en difficulté, souvent par ses propres fonds, donc souvent dans les profits qu'elle génère. Et puis, une autre chose, ces entreprises visent vraiment, comme j'ai dit, à répondre à un besoin, à une problématique sociale. Donc, ça veut dire qu'ils vont chercher à pouvoir répondre à un besoin pour des populations défavorisées. Et puis, ça peut être soit pour l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau courante. Donc, c'est vraiment des populations cibles qui font aussi que, en termes de coûts et de services tant que des produits, il y a une limitation de ce qu'une entreprise pourrait facturer si elle était sur un segment lambda d'une population quelconque. De ce fait, on va un peu retourner à la slide précédente. De ce fait, il y a un impact au niveau des investisseurs, puisque le fait qu'il faut investir dans une entreprise où il y a beaucoup de formations en termes de personnel, comme j'ai dit, ces formations ont un coût. Cette montée de compétences, de développement de compétences a un coût pour l'entreprise. Donc, forcément, pour les investisseurs, eux, leur première bille vont se faire d'abord pour pouvoir former des personnes à pouvoir gérer les activités. Et d'autre part, leurs profits seront limités. Et puisque ces profits vont souvent pour financer la mission sociale de l'entreprise. Slide suivante. Donc, une autre dimension, c'est en termes de taille et de maturité. Souvent, ce sont des entreprises aussi jeunes, donc qui ont quelques années d'existence. Ce sont des petites organisations. Au niveau de financement, donc, ce qu'on appelle le gap manquant en termes de financement, c'est que ces entreprises parfois peuvent se financer principalement sur fonds propres. Donc, même si elles peuvent avoir un premier financement sur du microcrédit, mais très vite, les microcrédits ont une marge qu'elle ne dépasse pas. Par exemple, rares sont les microcrédits qui vont au-delà de 10 000 ou 20 000 euros de financement. Et puis, on a ce qu'on appelle les impact investors qui, eux, c'est souvent à un seuil qui commence au niveau de 300 000 euros. Donc, entre ces 20 000 euros et ces 300 000 euros, il y a ce gap manquant. Ces entreprises ne trouvent pas aujourd'hui de bailleurs des fonds qui viennent les financer. D'autre chose, c'est la stratégie d'expansion. Étant donné que ces entreprises ont une target bien définie et surtout qu'elles cherchent vraiment à répondre à un besoin social, peut-être d'une population locale, c'est souvent des modèles qui ne peuvent pas s'expandre facilement puisqu'il faut à chaque fois faire une mesure d'impact parce que voilà, avoir un impact par exemple à Abidjan ne va pas être le même impact si je suis à Dakar. Donc, même si j'ai un modèle qui a fait ses preuves à Abidjan, je dois quand même, en termes de population que je dois servir, prendre une mesure d'impact, interroger ma population, savoir quel est le besoin vraiment des populations et comment je peux les répondre. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des modèles qui peuvent se répliquer facilement, ça peut s'inspirer, mais à chaque fois, vu qu'on répond à un besoin bien défini d'une population locale, il faut prendre quand même le temps de pouvoir s'adapter. Donc, forcément aussi, en termes d'investisseurs, donc ça sera aussi différent, par exemple, pour les investisseurs qui ont l'habitude de travailler avec les startups, qui, eux, ils vont chercher très vite un modèle qui pourra se répliquer facilement et puis être vendu ou proposé à grande échelle à une grande population. Slide suivante. Après, nous avons ce qu'on appelle le secteur et le marché. Donc, au niveau de où est-ce que ces entreprises interviennent, souvent, elles sont dans des régions rurales. Donc,
puisqu'on parle souvent de populations défavorisées et ce sont des populations marginalisées. Et donc, la plupart vont soit se concentrer sur un besoin dans une région pour répondre à une problématique d'urgence de ces populations, tandis que les investisseurs ont plutôt tendance, déjà en termes d'accès, d'infrastructures, forcément, à chercher à investir plutôt dans des régions plus urbaines où il y a des facilités, que ça peut être dire en termes de routes, accès à l'électricité, à l'eau potable, donc tout ce qui fera que la structure vit en fait. Donc, un investisseur cherchera à travailler avec une organisation qui est implémentée dans un environnement qui a déjà les infrastructures connexes qui pourront permettre à l'entreprise de pouvoir exercer ses activités. Chose qui est un peu difficile lorsqu'on est dans une région rurale avec où on sait tous les accès en termes de routes, de manque d'électricité, d'eau potable. Aussi en termes de leadership, parce que ces entreprises sont souvent menées par des jeunes ou des femmes. Et donc, ça veut dire que ces entreprises elles-mêmes déjà ces personnes doivent non seulement avoir la casquette de tout ce qui est de tout chef d'entreprise, qui est de pouvoir mener une entreprise, de faire de bénéfices, mais ils ont aussi leur mission sociale pour pouvoir répondre à un service, à un besoin, de pouvoir répondre à un besoin en offrant un produit ou un service, souvent à des prix abordables. Donc, ça fait que ces chefs d'entreprise ont un besoin double d'accompagnement, de leadership, pour sensibiliser les personnes à la cause, que ce soit tous les parties prenantes qui travaillent avec eux, et de deux, on dit entreprises sociales et solidaires, donc ça veut dire que ce sont des entreprises qui souvent, à la fin, doivent s'auto-financer, donc qui est un peu différent d'une organisation, d'une association qui, elle, va lever simplement des dons, mais une entreprise sociale et solidaire est censée au moins à 50 ou à 60% pouvoir financer ses opérations par ses activités. Et donc, on remarque que la plupart, souvent, des personnes qui portent ce genre de projet sont souvent des jeunes ou des femmes. Et donc, il y a aussi pas mal de barrières, soit liées à leur statut, soit à l'âge, soit au sexe, qui fait que, voilà, ils ont une autre bataille pour pouvoir se positionner sur le marché et pouvoir aussi faire entendre leur voix. Slide suivante. Donc, si on doit récapituler les facteurs principalement qui ont impacté la capacité de ces entreprises, c'est comme nous avons dit d'abord le manque de cadre légal. Donc, vu que ces entreprises n'existent pas, il n'y a pas une reconnaissance souvent de ces entreprises ni de leur mission, où il y a une confusion de qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que c'est une association, est-ce que si c'est pas une association, c'est des dons, ou si c'est une entreprise, pourquoi elle veut aider les personnes après qu'elle facture. Donc, le fait qu'il n'y a pas cette visibilité de ce qui entoure les cadres d'activité d'une entreprise sociale et solidaire, que ce soit même en termes des politiques de gouvernement. Par exemple, ça peut être, quand on parle de taxation, ça peut être par exemple en termes d'importation, ce sont des entreprises qui pourraient bénéficier du support du gouvernement lorsqu'elles importent des choses dans le pays, de pouvoir peut-être avoir un bénéfice en termes de taxes, de douane, qui pourront leur favoriser l'accès, parce que l'accès au financement peut être fait de différentes manières. Ils peuvent avoir accès à du cash, ou bien les politiques peuvent mettre toute une série de mesures qui vont faire que ces entreprises sont favorisées et peuvent réinvestir l'argent qui n'est pas dépensé, soit en termes de taxes, peuvent réinvestir dans l'entreprise pour assurer la mission sociale. Et aussi dans certains secteurs qui, c'est déjà quand on parle de population marginalisés, souvent c'est déjà des gens qui sont exclus du marché, et donc pouvoir venir développer un produit et un service qui répond à ce besoin de ces personnes et se positionner sur un autre secteur, c'est souvent difficile pour l'entreprise. L'autre option, c'est vraiment, l'autre constat, c'est vraiment l'option financement. Et comme j'ai expliqué, on a vraiment ce gap entre je sors d'une micro, si j'ai pu bénéficier de l'aide d'une institution de microcrédit, à un moment, je serai trop grosse, donc l'entreprise ne pourra plus bénéficier des microcrédits. Et puis, il y aura un gap
entre le moment avec les investisseurs sociaux qui, eux, vont demander des montants un peu plus grands. Par la suite aussi, c'est un type d'investissement, l'investissement social et solidaire, qui est vraiment à ses débuts ou vraiment au stade encore de réflexion au niveau du continent africain. Et pourquoi? Pour tous les enjeux aussi qu'il peut avoir par rapport à ce type d'investissement qui, en plus, puisqu'on parle d'investissement ici, on ne parle pas de donation, donc on aura forcément le critère financier qui est propre à tout type d'investissement, où même si l'investisseur est prêt à réduire sa marge, mais au moins il y aura cette partie financement de l'argent prêté ou de l'argent investi qui doit être retourné. Donc ça, c'est tout le critère et tous les indicateurs financiers. Et puis il y a tout ce qui est l'extra-financier, c'est tout ce qui est l'impact social ou environnemental qu'il faut mesurer, que l'entreprise doit prouver à l'investisseur qu'effectivement elle a l'impact désiré. Et puis, les difficultés en interne, comme on a vu, de ces populations pour soit recourir à des compétences, donc d'attirer des compétences techniques qui pourront leur aider dans leur opération, ou bien à former les personnes pour pouvoir développer leur activité. Slide suivante. Donc voilà, donc les enjeux aujourd'hui pour les rôles pour les décideurs politiques, c'est vraiment de pouvoir créer un écosystème. Aujourd'hui, c'est autant vrai pour une entreprise, la X lambda en Afrique qui voudrait se développer, qui a besoin de structure, qui a besoin de financement, qui a besoin de stabilité, mais encore plus pour une entreprise sociale et solidaire, pour le challenge qui est fait en termes de répondre à une problématique sur les terrains qui ne peut être portée soit par des gouvernements, bien sûr, en premier lieu, à travers différentes politiques pour pouvoir faciliter tout justement l'essor ou le partenariat avec ce genre d'entreprise qui viendrait supplier les efforts du gouvernement pour pouvoir offrir des conditions acceptables à leur population locale. Donc, cela se passe souvent par du réseau, donc il faut faire ce qui est très important. On ne va pas réinventer la roue, donc on ne va pas réinventer comment faire l'eau chaude. L'idée de pouvoir un partage de connaissances, les bonnes pratiques, c'est très capital, puisque déjà même en Europe ou dans les pays où l'investissement social et solidaire est déjà bien développé, souvent beaucoup de projets sont faits en partenariat, donc il n'y a pas une seule organisation qui à elle seule peut prétendre. Souvent les organisations se mettent ensemble, font un partenariat autour d'un projet. Donc ça, c'est très important de pouvoir développer un écosystème où que ce soit les décideurs politiques, les investisseurs puissent bénéficier des expériences des uns et des autres dans les différents pays, et aussi par exemple de partager des objectifs communs pour pouvoir adresser ces problématiques. La deuxième chose, c'est comme on a vu, c'est aussi vrai pour toute entreprise et souvent dans le continent, c'est le développement des compétences. Voilà. Pour pouvoir servir et principalement vu les enjeux, il faut avoir des compétences qui peuvent comprendre les besoins de ces populations et de pouvoir y répondre. Donc, ça passe beaucoup dans la formation des jeunes. Donc, ça peut par exemple, et autre chose est de pouvoir former, mais comme on a vu, à coût abordable, mais aussi, surtout, de pouvoir former et placer. Donc, plus on forme les jeunes et plus il y a des entreprises qui peuvent absorber ces jeunes qui sont formés, parce que voilà, on a aussi beaucoup de jeunes qui sont universitaires, mais qui ne trouvent pas du boulot. Mais comment on peut aujourd'hui assurer la place de ces jeunes, peut-être à obtenir des formations beaucoup plus techniques pour répondre à ces besoins de population et aussi à des coûts peut-être abordables, que ce soit pour l'investisseur, pour l'entreprise. La deuxième chose, c'est par exemple en termes de fournisseurs, c'est ce que j'appelle le procurement. Le gouvernement peut aussi faciliter l'accès au marché à ce genre d'entreprise. Comment? Ça peut dire soit en achetant des services ou des produits qui proviennent de ce genre d'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent le procurement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, le gouvernement peut établir des critères pour pouvoir définir ce qu'eux entendent par une entreprise sociale et solidaire, et puis par le chemin classique des services des achats d'un ministère, pouvoir favoriser, je sais pas, je peux prendre un exemple, une table
des tables, des chaises qui ont été fabriquées par ce genre d'entreprise. Et ainsi, ça leur donne accès à des marchés qui est souvent très déjà bataillé par les entreprises classiques. Une autre chose, c'est ça qu'on avait vu, on parle aussi de déductions fiscales. Donc, les déductions fiscales, ça peut être soit par des réductions d'impôts, des crédits d'impôts, ou aussi par toute forme de taxes qui peuvent être créditées à ces entreprises pour pouvoir les permettre de pouvoir réinvestir les revenus qu'ils ont à financer leur mission sociale. Je vous remercie et nous allons passer à la table ronde. Merci beaucoup, Fabienne. C'était vraiment très clair. Merci pour toutes ces explications. Beaucoup de ces trouvailles, on les rencontre sur le terrain, mais c'est toujours bien d'avoir ces informations basées sur la recherche de manière un peu plus pointue. Donc là, si je peux me permettre, j'aimerais juste vous rappeler que cet événement a été cofinancé par l'Union européenne, l'OACPS, BMZ, le gouvernement allemand et le British Council. Donc, c'est une initiative qui est née de ce partenariat, de ce consortium et financée par ce consortium. Et nous avons aussi d'autres partenaires dans l'implémentation comme GIZ, SNV, Expertise France et le British Council. Donc, ça, ce sont les partenaires qui se sont mis ensemble pour l'implémentation de cette initiative. Donc là, nous allons passer à la table ronde. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir une table ronde où nous allons aborder les problématiques de développement entre les entreprises sociales et inclusives. Donc, définition de la mission, la reconnaissance du statut, l'accompagnement, financement, mesure de l'impact, reporting extra-financier. Fabienne, est-ce que tu pourrais déjà, avant que nous passions à nos speakers, rappeler la problématique, s'il te plaît? OK. La problématique aujourd'hui, ça serait qu'est-ce qui est une entreprise solidaire? OK. En quoi est sa mission? Comment elle se crée? Comment elle se développe? Comment elle se finance? Comment elle est porteuse d'impact, puisqu'on parle d'une entreprise sociale et solidaire, donc c'est fortement lié à la mission sociale. Donc ça, c'est très important de pouvoir souligner qu'une entreprise sociale solidaire, c'est une entreprise normale qui vise à faire du profit, mais tout en répondant à un besoin, à une mission sociale ou environnementale. Donc, ça veut dire que ces entreprises, en plus de recevoir tous les, je peux dire, les désavantages ou avantages d'une entreprise classique, mais elles se retrouvent, et surtout dans le continent africain où on parle du développement inclusif, ou comment les entreprises se positionnent, que ce soit même dans l'agriculture, par exemple, qui est souvent très liée vers l'exportation en Afrique, où on exporte le cacao brut, on exporte les caoutchoucs bruts. Comment on peut aujourd'hui avoir des entreprises qui vont peut-être financer la transformation de ces produits sur le terrain et qui, par ricochet, va pouvoir créer de l'emploi et à la fin, pouvoir exporter des produits finis à un coût beaucoup plus élevé. Donc, voilà, c'est un peu les cas typiques. Donc, c'est une entreprise qui peut travailler dans n'importe quel secteur. Donc, une entreprise sociale et solidaire n'est pas une association. Donc, c'est une entreprise qui peut travailler dans n'importe quel secteur, mais qui vise un développement inclusif des populations locales. OK, super. Merci beaucoup. Donc là, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Sarah Ouedraogo. Sarah, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui. Donc, oui, Sarah est chef de service entrepreneuriat et insertion professionnelle à l'Institut 2IE. Sarah, je vais te laisser te présenter plus en détail et ensuite je reviendrai te poser des questions. D'accord, merci beaucoup à tous et à toutes et vraiment de me donner l'opportunité de prendre part à ce webinaire. Alors, 2IE, c'est un institut d'enseignement supérieur et de recherche. On forme des ingénieurs spécialisés et des professionnels du secteur privé ou public d'ailleurs, dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, de l'électricité, le génie civil et l'hydraulique, l'environnement, le développement durable, le management et l'entrepreneuriat également.
Donc, nous, en ce qui concerne le dispositif sur l'entrepreneuriat, donc, nous avons un dispositif qui fait que nous recherchons particulièrement des entreprises à fort impact social ou environnemental, avec la particularité de contribuer à l'émergence d'une croissance verte et endogène en Afrique. Parce que notre ambition, c'est de former notamment des ingénieurs entrepreneurs pour contribuer au développement donc, du continent. Très bien. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Donc, moi, j'ai déjà une petite question pour toi. En tant qu'incubateur, on va l'appeler comme ça, mais je sais que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus élevé qu'un simple incubateur. Mais comment, à votre niveau, vous définissez les entreprises sociales et solidaires? Quels sont les enjeux principaux qui sont rencontrés par les entreprises sociales et solidaires en comparaison avec les autres entreprises? Alors, comme ce que je vous disais, c'est que nous, on a mis l'accent vraiment sur l'impact social ou environnemental, en fait, et la contribution à la croissance verte. Donc, du coup, étant donné que nous avons également un centre de recherche dans ces domaines-là, nous, on cherche vraiment des entreprises qui ont la même vision que nous, en réalité. On n'incubera pas une entreprise qui a une activité, donc, qui serait destructrice, en fait. Enfin, entre guillemets, je m'entends. Et donc, du coup, nous analysons donc les projets que nous recevons pour nous assurer que le projet est dans les cœurs de métier donc de l'Institut, avec aussi donc la dimension sociale ou environnementale, et qu'on puisse aussi leur donner un coup de pouce, notamment au niveau technologique, parce que c'est ça aussi la particularité. Donc, nous avons des entreprises sociales avec un impact social ou environnemental, mais également avec la dimension technologique. Et je dirais que cette dimension technologique-là n'est pas forcément un facteur qui facilite les choses pour les entreprises. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous voyez rapidement. Par exemple, nous avons un entrepreneur dont le projet s'appelle EcoCarré. Donc, il a commencé son projet avec, c'était de recycler, enfin de transformer du moins les déchets de plastique pour en faire des toitures écologiques. Mais la technologie était tellement onéreuse qu'il s'est recyclé, enfin du moins il a fait pivoter le projet pour fabriquer maintenant plutôt des tables-bancs et des accessoires, notamment qui peuvent être liés à la sécurité routière, etc. et autres. Mais si vous voulez, ça a été donc la problématique que d'autres entreprises rencontrent. Hein. La phase vraiment d'amorçage ça a été relativement difficile d'avoir donc des partenaires là-dessus, mais en plus du fait de la dimension technologique qui était derrière. Parce que pour un projet de recherche, ça prend encore plus de temps, je dirais, qu'une entreprise, entre guillemets, je dirais classique, en fait. Voilà. Donc, c'est un facteur encore qui complique un peu les choses. Mais c'est ce que nous avons décidé donc en termes de stratégie, ce type d'entreprise que nous avons décidé d'accompagner, parce que la dimension technologique permet vraiment de rationaliser les différentes ressources et de pouvoir vraiment, parce que c'est pas parce qu'on est dans le social, et au contraire même c'est parce qu'on est dans le social qu'il faut rationaliser les choses et vraiment faire preuve aussi également d'innovation là derrière en fait. Et les difficultés qui sont rencontrées par nos entreprises, je dirais que c'est celles que Fabienne a énoncées. Vraiment, on est vraiment dans tous ces constats qu'elle a soulevés. C'est vraiment je dirais, le niveau de finance pour l'amorçage, c'est compliqué. Pour les seuils de financement, voilà, c'est vraiment l'attractivité également parce que vous savez, il n'y a pas donc de cadre réglementaire spécifiquement dédié sur les entreprises sociale et inclusive. Donc, ça n'existe pas. Le législateur définit plutôt des seuils d'accompagnement. On dit, bon, voilà, c'est une PME, donc le chiffre d'affaires, c'est entre 15 millions de francs CFA à 1 milliard, donc on est dans la PME, et puis avec un nombre d'employés. Donc, ça n'existe pas. Donc, ce qui fait qu'on a compris la chose, je dirais, et avec l'écosystème. Mais aussi bien, ce qui est particulier, c'est que aussi bien l'écosystème, je dirais, incubateur, Fab Lab et autres du privé, mais également du public, parce que l'État a créé des incubateurs, a créé des agences spécialisées justement dans le financement des entrepreneurs. Mais même là, on s'est rendu compte que le cadre réglementaire était étroit. Et donc, du coup,
notamment avec l'organisation panafricaine I4 Policy, on a entamé un processus donc, de co-création de politiques publiques pour leur dire, voilà, les entrepreneurs ont ces problématiques-là et on a besoin que vous soyez réceptifs et qu'on fasse évoluer donc le cadre réglementaire pour pouvoir accompagner donc toutes ces problématiques-là. Donc, ça va aussi bien sur le financement, les taxes dont Fabienne a parlé, ça va sur les avantages fiscaux, ça va, voilà, donc toute une panoplie de problématiques qui ont été définies par donc, les entrepreneurs. Et voilà, donc un dialogue s'est engagé avec le gouvernement, notamment avec le ministère du Commerce, pour accompagner justement une réflexion pour voir comment définir un cadre juridique et réglementaire par rapport à ça. Mais ici, on parle plutôt donc de start-up en fait. Voilà, sachant que la définition de la start-up au Sénégal n'est pas la même que la start-up en Côte d'Ivoire ou au Burkina. Vraiment, c'est un terme, je dirais, un peu générique, mais qui nous permet donc de retrouver aussi bien les entreprises sociales, les ESS, que d'autres types d'entreprises, sachant que de toute façon, il y a des problématiques qui sont communes. Vraiment, trouver dans le segment de la microfinance, trouver l'amorçage et autres là, elles ont toutes, en plus, si elles sont jeunes, c'est vraiment, les problématiques sont relativement les mêmes en fait. Voilà. OK. Merci beaucoup, Sarah, pour ces informations. En tant que speaker aujourd'hui, également durant cette table ronde, nous avons Claudia de la BNP Paribas. Claudia, est-ce que tu nous entends? Oui, parfaitement. Bonjour, vous m'entendez aussi? On t'entend très, très bien. Merci, Claudia, pour être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nous et à l'audience? Oui, alors, du coup, désolée pour ces changements de dernière minute. Mais donc, je suis Claudia Belli. Je travaille au sein de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale du groupe BNP Paribas. Et nous sommes une équipe qui est dédiée à favoriser l'innovation sociale financière. Et donc, en tant que tel, nous essayons de favoriser, d'une part, les institutions de microfinance qui sont dans le monde, et d'autre part, les entreprises sociales. Parce que nous pensons que ce sont les entreprises sociales, celles qui sont en train vraiment de changer le monde par l'intérieur. Et nous, en tant que banque, en tant qu'institution financière, nous pensons que c'est notre devoir, ou au moins notre capacité de pouvoir les aider dans leur financement. Au sein de la RSE, nous avons différents objectifs. Donc, nous avons des engagements qui sont des engagements pour l'environnement, des engagements pour nous en tant que société, mais aussi des engagements sur l'économie. L'accompagnement des entreprises sociales fait partie de ces engagements. Notamment, nous avons aussi on les appelle des KPI, donc des indicateurs de performance qui sont vraiment monétaires et qui sont mondiaux et qui sont affichés, donc publics, affichés et audités. Parmi ces indicateurs, il y a un indicateur qui nous dit combien nous accompagnons les projets d'investissement et des financements qui sont en ligne avec les objectifs du développement durable. Donc, le groupe est arrivé à 168 milliards. Mais au sein de ces 168 milliards, il y a 2 milliards qui correspondent à l'accompagnement des entreprises sociales dans le monde. Donc, du coup, voilà, on est un acteur engagé, on y croit et on essaye de faire ce qui est possible pour accompagner les entreprises sociales. Ok, super. Bah, écoutez, moi, je trouve que c'est super intéressant d'avoir un panel de secteurs totalement différents. Donc là, au niveau des banques, dites-moi, comment est-ce que vous définissez les entreprises sociales et solidaires, vu que vous aimeriez faire plus dans ce secteur et les accompagner un peu mieux? Comment vous, au niveau de la BNP, vous les définissez et quels sont les principaux éléments qui les caractérisent selon vous? Oui, nous avons nous avons développé cette niche quelque part qui va devenir sans doute un secteur un jour. Déjà, il y a 6 ans, donc déjà depuis 2014. Et donc, tout au départ, effectivement, on a commencé par ça, par la définition. Et je vous ai entendu, je vous ai écouté, et effectivement, on est très en ligne avec votre définition.
parce que chez nous, déjà, on dit tout légal, toute structure légale est acceptable. Donc, qu'elle soit une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc ESUS pour la France par exemple, ou que ce soit une association, ou en LUS par exemple pour l'Italie, ou qu'elle soit une coopérative sociale, ou qu'elle soit une SA, une société anonyme, une société des capitaux, une société des personnes, ça n'importe peu. Donc, nous, on l'accepte. Ce qui compte vraiment, c'est quoi? C'est 3 critères, mais qui correspondent à ce que vous avez déjà défini. La première chose, c'est que ça doit être inscrit dans leur DNA, donc dans les statuts, si possible, l'effet de vouloir travailler sur la solution ou l'amélioration d'un problème social ou environnemental. Donc ça, c'est vraiment pour nous la base. Donc la constitution, la création de la société est vouée à ça, à travailler. On a vu un problème, on veut y travailler, on veut le résoudre ou en tout cas l'améliorer. Mais en même temps, la société d'entreprise sociale doit avoir un modèle économique, social et même pérenne, viable. Donc elle doit gagner de l'argent, elle doit vendre des services pour pouvoir gagner, et donc elle doit vendre au minimum 40% de son chiffre d'affaires, de son budget doit venir de la vente de ses produits et services. Ceci, c'est pour le distinguer, parce qu'on accepte les associations, mais c'est pour le distinguer d'une association pure, qui pourrait vivre seulement des donations et des subsides de l'État. Nous, on s'est dit, non, on croit, on est nous-mêmes une entreprise, on croit dans les pouvoirs transformateurs de l'entreprise et du modèle entrepreneurial. Et le 3e niveau, c'est, puisqu'elle a vocation à gagner de l'argent, sa gouvernance doit être juste. On gagne de l'argent pas pour gagner l'argent et pour le distribuer, on gagne de l'argent pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir avoir plus d'impact. Comme ça, on le réinvestit. Donc, on a défini qu'au moins 50% des profits, s'il y en a, doivent être réinvestis. Ceci, c'est la différence entre ce que nous appelons entreprise sociale et social business. Les social business, on l'accompagne tout autant, on l'accepte et on trouve ça fabuleux. Les social business, ils s'engagent à réinvestir 100% de ses bénéfices. C'est la seule différence. Voilà, nous, on accepte les 100%. Bien sûr, c'est mieux que 50%, mais déjà au minimum 50%. Ça, c'est notre définition. Ok, super. C'est très, très clair. Je vais rester avec vous juste pour savoir, après cette définition, j'imagine que la BNP Paribas a fait beaucoup de recherches pour pouvoir se positionner sur ce segment en termes d'accompagnement. Mais quelle est votre démarche pour accompagner ces entreprises sociales et solidaires? Comment est-ce que vous faites pour favoriser leur développement? Surtout là, nous, ce qui nous intéresse plus, c'est dans le contexte africain. Comment, dans ce contexte africain, vous faites pour les aider et quelles seraient les pistes d'amélioration à prendre en considération pour favoriser leur essor et leur accompagnement? Wow. Alors, du coup, déjà, qu'est-ce qu'on On va commencer par le début. Je vous ai posé 3 questions en même temps. Voilà. Donc, juste quelle est votre démarche pour accompagner les entreprises sociales et solidaires? Merci. Oui, notre démarche est une démarche qu'on a même labellisée récemment avec un brand qui s'appelle Act for Impact. Alors, les concepts Act for Impact, agir pour l'impact, c'est plutôt un brand. Mais en fait, on l'a créé pour mettre ensemble plein de concepts qui correspondent à ce qu'on fait déjà et ce qu'on veut développer. Ben, la première chose, évidemment, c'est les financements. Mais les financements, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire, des startups, peut-être ils auront besoin davantage des capitales plutôt que du financement. Et puis après, il y a des contraintes, on va en parler. Mais du coup, d'abord, c'est ça. La deuxième chose qui est importante pour une entreprise sociale, c'est d'obtenir du capital, ou d'obtenir en tout cas les premiers rapports. Et nous, en tant que banque, ce n'est pas notre tasse de thé de faire du capital, mais on a des clients dont c'est le métier. Du coup, dans les Act for Impact, on essaie d'aider les entreprises sociales à chercher du capital en les présentant, par exemple, au fonds à impact social. Donc, les fonds d'investissement qui ont la vocation d'investir en impact. Il y a plein de fonds impact social en Europe et il y en a aussi en Afrique.
Pour les financements, bien sûr, aussi, on le fait en Europe. Nous, on voudrait aussi le faire en Afrique et c'est un peu plus difficile. Après, je pourrais vous expliquer pourquoi. Après, dans les Act for Impact, on se dit, il n'y a pas, l'entreprise sociale a besoin du funding, bien sûr, mais peut-être, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui peuvent lui être très utiles. Notamment, c'est le mentoring. Le mentoring, c'est qui correspond au fait de proposer à une entreprise sociale qui soit cliente, proposer de l'aide à travers le temps libre de nos employés. Donc, si c'est du temps libre de nos employés pendant leurs vacances, pendant leurs soirées, leur week-end, c'est du volontariat. Et on leur permet aussi de le faire de l'accompagnement pendant les heures de travail et ça devient du mentorat. Et nous avons développé différents programmes de mentorat, notamment de mentoring légal, dans lesquels il y a nos spécialistes avocats internes qui se mettent à disposition pendant des journées de hackathon légal, se mettent à disposition d'entreprises sociales pour pouvoir les aider dans leurs besoins de comprendre les droits à l'image, les droits de pouvoir embaucher, les fusions, tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est les concepts de mentoring et de volunteering. Après aussi, c'est la visibilité. Parfois, c'est des startups ou c'est des sociétés des plus toutes petites et qui ont une solution, qui savent comment la gérer, mais qui n'ont pas assez de clients. Et nous, on se dit, nous, on est grands, on a beaucoup d'occasions de pouvoir être présents dans des conférences, dans des stands, et on peut les valoriser. On a des vitrines, on peut les valoriser. Donc, on a essayé aussi de créer des programmes de valorisation des entreprises sociales en les accompagnant, en les faisant participer. Quand on a un stand, il y a toujours une entreprise sociale à côté de nous. Avant, quand il y avait des stands dans des conférences. Ou quand on a des vitrines, souvent, on donne l'affiche des entreprises sociales pour qu'ils puissent trouver plus de clients. Après, on s'est dit aussi, nous, en tant que banque, on est une banque multimétier. Et du coup, on s'est dit, qui peut travailler avec les entreprises sociales? Essayons que toutes les branches, les sociétés de notre banque puissent travailler avec des entreprises sociales. Du coup, on a développé la possibilité que tous les métiers peuvent faire quelque chose. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, c'est plus parlant, chez BNP Paribas Asset Management, donc c'est les gérants des fonds, ben, ils ont créé des fonds à impact, des fonds qui sont investis pour une toute petite partie, entre 5 et 10%, ils sont investis dans des entreprises sociales. Par exemple, ils sont investis dans la VARAP, une entreprise sociale en France qui travaille dans l'environnement, le recyclage des containers, qui les transforme et en plus, ils donnent du travail. Ou par exemple, elle investit dans le relais qui est dans l'économie circulaire et en France récupère les vêtements, les remet en bon état et soit il les revend, soit il revend les matières. Voilà, donc on a créé des fonds à impact, donc BNP Paribas Social Business France par exemple, qui sont dédiés à créer ça et à donner des ressources à moyen terme aux entreprises sociales. Un autre exemple d'un autre métier qui travaille ensemble, qui travaille sur l'entrepreneuriat social, par exemple, c'est Wealth Management, qui, du coup, Wealth Management, c'est la gestion privée, ça veut dire c'est les gérants des fortunes, des grandes fortunes, ou même des fortunes à partir d'un certain montant, et du coup, ils cherchent à leur proposer d'investir dans des fonds impact, les nôtres ou ceux créés par d'autres personnes. Les plus ils investiront, les plus ces fonds impact auront des moyens pour pouvoir accompagner derrière les entreprises sociales. Après, il y a aussi, par exemple, une petite branche à la banque qui s'appelle PI, Principal Investment, qui fait de l'investissement pour compte propre. Et donc, dans ce cas, nous avons essayé d'obtenir, et on l'a obtenu, une enveloppe impact. C'est-à-dire, on a réussi à convaincre la direction générale de dire, même si notre tasse de thé, notre DNA est de faire du financement, mais on aurait besoin quand même de faire un petit peu d'investissement en equity, parce que ça peut faire une tournante, ça peut faire vraiment un changement. On a obtenu une enveloppe d'impact qui est ridicule par rapport au montant total de l'accompagnement de l'entrepreneuriat social en financement. Mais ça a la beauté d'exister. Et grâce à cette enveloppe impact, on a investi nous-mêmes dans des fonds impact qui sont créés par d'autres. Make Sense 2 en France, qui accompagne les entreprises sociales en start-up. Investissement et partenaires, qui accompagne les entreprises sociales africaines dans beaucoup de pays. IP, il s'appelle. Et on a investi dans IPDEV2. Ou bien Elenos qui accompagne des institutions de microfinance ou des institutions qui font de l'inclusion financière en Europe de l'Est. Donc, on a essayé d'investir nous-mêmes.
Et en plus de ça, après, on a travaillé aussi avec les fonctions en disant, tout le monde peut travailler pour accompagner l'entreprise sociale. Donc, on a travaillé avec, par exemple, la fonction RH du groupe BNP Paribas pour qu'ils essayent à expliquer et à mettre dans la tête de nos futurs managers des talents, de toute la population des talents de la banque, ceux qui ont été sélectionnés au sein des 200 000 employés de la banque, il y a 2% qui sont sélectionnés comme ceux qui vont devenir les grands managers de demain. Mais on fait des programmes avec les talents pour développer des solutions pour les entreprises sociales. On les appelle les hackathons social enterprise. Et ça, on les fait aussi sur toutes les entreprises sociales qui nous sont partenaires, qui peuvent être aussi africaines. La semaine prochaine, il y a un hackathon. Il y a 2 entreprises sociales italiennes, belges, 2 françaises, une luxembourgeoise et une d'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, on s'est dit, l'idée, c'est de se dire que chaque métier du groupe, qui est très diversifié, peut faire quelque chose, peut contribuer à l'essor de l'entreprise sociale à travers ce qu'ils font. Et donc, du coup, on donne un peu plus de métiers, un peu plus de temps, et on développe une stratégie d'accompagnement. J'étais un peu longue, je suis désolée. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Claudia. En tout cas, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, bienvenue sur ce webinaire sur les besoins variés des entreprises sociales et solidaires. Donc, nous sommes en ce moment au niveau de la table ronde avec Claudia de la BNP Paribas et Sarah Ouedraogo de 2IE. ICR Facility est une initiative qui a été cofinancée par l'Union européenne, l'OACPS, BMZ, le gouvernement allemand, et le British Council. Et cette initiative a été implémentée par GIZ, SNP, Expertise France et le British Council. Donc, Sarah, Claudia nous a expliqué ces différents mécanismes qu'ils ont au niveau de la BNP Paribas pour accompagner les entreprises sociales et solidaires. De votre point de vue, quels seraient les principaux éléments à considérer pour les investisseurs qui souhaiteraient investir dans la finance sociale et solidaire comme la BNP Paribas? Quelles sont les choses qui, a priori, ne voient pas de prime abord en entrant dans ce secteur d'économie sociale et solidaire? Quels conseils vous leur donnerez? Comment vous pouvez aussi leur donner des tips, vous qui êtes en plein dans ce secteur-là, s'ils veulent investir dans ce secteur? Je ne sais pas si c'est mon rôle de leur donner des tips, mais en tout cas, c'est surtout mettre sur la table les spécificités de type d'entreprise en réalité. De dire que bon, le taux d'intérêt n'est pas celui d'une entreprise classique qui est vraiment tournée que vers le profit. Ensuite, il faut tenir compte aussi des questions donc du taux de rentabilité et du délai supplémentaire que ça implique donc pour pouvoir rentrer donc dans l'investissement. Et s'il y a encore une dimension technologique, vous voyez que ça s'étale encore plus dans le temps. Maintenant, je dirais que c'est vraiment intéressant le partage qu'il y a eu avec donc Claudia donc sur ce que fait la BNP. C'est encourageant. Bon, maintenant, en termes des investisseurs, hormis des institutions un peu comme IEP, donc il y a son pendant ici qui s'appelle Synergie Burkina et tout, et qui sont surtout aussi dans les segments essentiellement d'accélération. Hein. C'est vraiment le segment d'accélération dans lequel ils sont. Je dirais qu'il faudrait même sensibiliser tous ces acteurs-là par rapport à nos réalités, je dirais, africaines en réalité. Parce que nous, déjà, en tant qu'acteurs, nous accompagnons vraiment les entreprises, qu'elles soient donc dans l'entrepreneuriat social et autres, donc pour se formaliser, pour avoir un business plan valable, vraiment bien définir l'objet social, etc. Donc, il y a toute une construction, en fait, qu'il y a derrière. Je me rappelle de ce que le premier intervenant disait, j'ai oublié monsieur Essipion, si je ne me trompe pas, voilà, qui disait qu'ils sont enthousiastes et en tout cas, ils désirent donc vraiment faire bouger les choses. Moi, je dirais que là où
on a besoin également d'un coup de main aussi bien parce que, si vous voulez, les fonds les philanthropiques ou autres, là, en Europe, ils connaissent bien. Donc, quand ils arrivent dans un environnement qui est relativement organisé, pour faire pour le financement, ça se fait relativement bien. Mais après, ici, on doit parler de notre environnement, même des banques, qui sont aussi des investisseurs potentiels et autres. C'est même pas, la problématique n'est pas connue en réalité. Donc, il y a une phase même je dirais même de sensibilisation de l'écosystème à faire, même s'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être faites pour commencer à intégrer que, bon, ben, et comme je vous dis, sous l'appellation même de la start-up, il faut prendre en compte les spécificités, il faut faire plus d'accompagnement à faire derrière. Donc, c'est en train de bouger, mais tout doucement. Je dirais que si, par exemple, la facilité pouvait appuyer les processus que nous avons démarrés, je dirais, au niveau local, notamment sur la co-création des politiques publiques, parce qu'en fait, tous les besoins sont adressés là-dedans, notamment d'avoir des systèmes de financement qui soient un peu assouplis. Voilà, parce que quand vous avez, par exemple, une entreprise sociale à l'opportunité d'avoir un financement, par exemple, d'un fonds ou l'autre, bon, après, ce sont les procédures du fonds qui s'appliquent. Et des fois, quand même, nous qui avons l'expérience de certains bailleurs, les exigences sont quand même relativement lourdes en termes de suivi même. Et ces gens-là n'ont pas forcément je dirais, le recul par rapport à ça, mais nous les accompagnons là-dessus. Les incubateurs également, nous mobilisons des financements pour nos entrepreneurs sociaux aussi. Ça, il faut le dire, c'est des choses que nous mobilisons parce que, notamment, comme je vous l'ai dit, quand on parle de prototypage, on parle de recherche appliquée, là, bon, là, il y a vraiment tout à faire. Donc, c'est vrai que la question était qu'est-ce que je peux plutôt Voilà. Les principaux éléments à considérer par les investisseurs. Voilà. En réalité, la réponse est plutôt de dire que on a un contexte qui n'est pas encore forcément aussi mature que celui que a la BNP en Europe et autres là. Et donc, c'est en train de se construire. Donc, ça, il faut le garder à l'esprit et le savoir. Maintenant, il y a des formes d'organisation qui font que, par exemple, au Burkina, nous avons créé une fédération des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, justement pour mieux accompagner donc les entrepreneurs, mieux identifier les besoins, etc. Et on est rentré dans ce processus justement avec le gouvernement et même des bailleurs d'essayer de réfléchir à toutes ces problématiques que nous soulevons aujourd'hui pour pouvoir justement améliorer le climat pour tous et aussi pour que ce soit plus facile aussi pour les investisseurs de pouvoir venir. Donc, à ce stade, moi, je vous dirais, par exemple, ICR, là, vraiment, si vous pouvez, nous accompagner là-dessus, parce que notamment, quand on parle de l'État, l'État est prêt à nous accompagner, mais l'État a besoin aussi qu'on lui donne des éléments. C'est pour ça que c'était d'autant plus intéressant de voir la présentation de Fabienne au début, de faire une étude. Parce que faire une étude, notamment de l'impact que pourrait avoir justement les mesures qui seraient prises par l'État pour ce type d'entreprise-là, il faut qu'on arrive à le documenter. Et c'est l'une des problématiques pour nous parce qu'on doit chercher à mobiliser du financement pour pouvoir prouver à l'État en disant, écoutez, si vous lâchez sur tel élément, que ce soit les taxes, que ce soit, voilà, à ce moment-là, voilà ce que vous allez gagner, voilà ce que le pays va gagner derrière. Et je me permets de lancer un appel aussi par rapport à ça, parce qu'on a commencé vraiment une démarche et autres, mais vraiment, les études d'impact, là aussi, on a vraiment besoin de cela pour pouvoir avancer et notamment, et je pense que ça intéressera également aussi les investisseurs qui vont venir en disant, bon, écoutez, voilà, au niveau donc de cet environnement-là, ils ont travaillé là-dessus, donc certaines contraintes réglementaires ont été levées pour que nous, notre investissement-là soit mieux rentabilisé ou dans le temps. Peut-être que si c'était, par exemple, je vous dis n'importe quoi, parce que si c'était sur 5 ans ou 10 ans, ben, on peut le ramener plutôt à 2 ans et demi, à 3 ans, à 4 ans. C'est toujours un gain par rapport donc pour l'investisseur en fait. Donc vraiment, on a commencé quelque chose et on a vraiment besoin de cette initiative comme celle de l'ICR là pour aller plus loin parce qu'on a besoin aussi d'expertise. Parce que comme nos environnements là sont jeunes, parce que tout ce qui concerne les lois sur les PME dans nos écosystèmes là, c'est vraiment très récent.
Si on prend le cas ne serait-ce que simplement du Sénégal, la loi sur les startups n'est passée en décembre 2019. Hein. Donc, ça fait à peine un an qu'ils ont commencé. La Tunisie, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus ancien, mais vraiment chez nous, on est tous dans cette voie-là et on veut même travailler ensuite, après, à remonter et aller même au niveau même de l'UEMOA parce qu'il y a des problématiques même de l'entreprise sociale vivante en local, mais aussi dans la sous-région et ainsi de suite. Donc, vous voyez le challenge qu'il y a derrière. Effectivement, effectivement. Et si on se rend compte, la loi pour les startups est passée au Sénégal en décembre, mais ça fait combien d'années qu'on a des startups qui étaient sans cadre juridique, sans framework, laissés à eux-mêmes essayer de s'accrocher à des lois sur les PME et PMI qui n'étaient pas forcément adaptées. Bon, j'ose espérer qu'il ne nous faudra pas encore 10-20 ans pour avoir un cadre juridique et légal pour les entreprises sociales et solidaires. Mais on est tous d'accord que les gouvernements, surtout dans les pays d'Afrique, ne sont pas aussi flexibles que des organisations comme que vous avez, comme vous, Sarah, et qu'en termes d'accompagnement, les États en ont besoin. On a besoin d'accompagner les gouvernements en termes d'innovation, voilà, leur montrer ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe en termes d'innovation, et ils peuvent rattraper le train qui est déjà en marche de toute façon. Donc, exactement, parce que des fois, c'est juste en termes d'information. Ils n'ont pas forcément tout le temps l'information. Hein. C'est ça. Et aussi, il y a quelque chose qu'ils nous ont dit, parce qu'on a eu des groupes de travail, notamment avec les différentes agences, qui nous ont dit, écoutez, il ne faut pas oublier non plus que nous, dans le cadre réglementaire, veut aussi faire des lois qui soient un peu généralisées. On ne peut pas non plus spécifier pour l'entreprise de Sarah qu'il faut qu'elle ait tous ces avantages-là, parce qu'il faut penser à l'intérêt général. Et donc, il faut aussi intégrer cette dimension-là. Et c'est d'autant plus intéressant, justement, d'avoir cet échange-là entre public et privé pour qu'on arrive à trouver une solution, donc, à mi-chemin, qui nous permette tous d'évoluer et tous d'aller dans le même sens, qui est vraiment d'arriver à développer nos pays et nos sociétés. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que chaque secteur et département ne peut pas demander sa propre loi, mais on va essayer de trouver un consensus pour voilà, avoir l'impact le plus positif possible socialement dans nos environnements. Je vais me retourner vers Claudia. Donc, Claudia, Sarah a un peu parlé de comment est-ce que l'on peut faire pour que les investisseurs, le service privé qui souhaiteraient soutenir et investir dans la finance sociale et solidaire, voilà, quels sont les éléments qu'ils devraient considérer, etc. D'après ces informations, vous, par rapport à ce que vous faisiez, comment est-ce que vous pensez réconcilier les attentes des financiers, qui sont très spécifiques, hein, à juste titre, et les attentes des entreprises sociales? Oui. Ben, il faut se rappeler que du coup, l'entreprise sociale est une entreprise. Et avec toutes les difficultés en plus. Du coup, comme toute entreprise, ben, elle a besoin d'être financée, mais on sait que les premiers 3 ans, par exemple, d'une entreprise sont très risqués, c'est très facile de tout perdre. Donc, du coup, il faut se dire que dans les premières années d'une entreprise, qu'elle soit sociale ou pas, ça va être très difficile d'obtenir du financement. Ça, c'est en général. Les premières années d'une entreprise sont financées usuellement par des capitaux propres. Ça ne change pas pour l'entreprise sociale. Et après, en revanche, et ça change, c'est que par la suite, dès que le modèle économique est prouvé, à ce moment-là, c'est plus facile d'habitude d'obtenir des financements. Et en revanche, pour l'entreprise sociale, souvent, ça ne l'est pas. Et ça ne l'est pas parce qu'on voit bien que dans leur bilan, dans leur compte des résultats, puisqu'ils ont cette ambition de travailler sur les problèmes sociaux, ils ont l'ambition, par exemple, d'accompagner les personnes âgées dans leur mobilité, ils ont l'ambition d'accompagner les personnes les plus pauvres dans l'inclusion financière comme dans la microfinance, où ils ont l'ambition de travailler sur un problème d'écologie, en recyclant des matières qui ne le sont pas. Donc, en fait, ils se donnent plus de difficultés pour une raison fabuleuse, hein, mais c'est plus difficile. Donc, du coup, souvent, le bilan, il est moins bon.
Ça veut dire qu'ils gagnent peut-être un peu moins, ou peut-être ils ont moins de fonds propres parce qu'ils les ont utilisés davantage. Et donc, du coup, ça peut effrayer les financeurs. Alors, du coup, pour nous, au sein de BNP Paribas, on a analysé ces problématiques. Et déjà, on sait que donc, les banques sont toujours frileuses parce qu'un prêt doit être remboursé. Parce que la rémunération d'un prêt n'est pas la même que la rémunération du capital. Donc, les prêts doivent être toujours remboursés. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'était dit poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour accompagner les entreprises sociales? Et c'est là que, dès le départ, on avait étudié, et il existe on l'appelle une Specific Credit Policy, une politique de crédit spécifique dédiée à l'entrepreneuriat social. Et en fait, l'idée de cette politique de crédit, c'est pas de dire, puisque c'est une entreprise sociale, on la finance, on y va, facile. Non, parce que de toute façon, aucun banquier ne veut prendre le risque de ne pas être remboursé. Mais en revanche, nous avons expliqué dans cette politique spécifique que l'entreprise sociale est peut-être moins risquée que les autres, est peut-être capable de se faire aider par son écosystème, par la ville, par les personnes qui l'accompagnent elles-mêmes. On a expliqué que souvent, on l'a vu que quand une entreprise sociale a une difficulté, ce sont les premiers bénéficiaires qui appellent au secours et qui disent « Attention, nous avons besoin de la survie de cette entreprise sociale parce qu'elle nous aide. Donc, du coup, vous, acteurs tout autour, aidez-nous aussi. » Et que du coup, en général, on a un risque pas pire qu'une entreprise normale et parfois même inférieur. Ensuite, on a expliqué dans cette politique spécifique des crédits aussi que les entreprises sociales aussi ont la caractéristique d'être insérées dans un écosystème d'autres entreprises sociales. Donc, souvent, c'est cet écosystème qui appelle, qui une fois qu'il est appelé, il aide. Ça peut être Ashoka, les plus grands réseaux d'entreprises sociales, ça peut être Make Sense, ça peut être... en fait, chaque pays, on a vu que chaque pays a un écosystème qui accompagne les entreprises sociales et il faut en profiter à fond. Donc ça, c'est un grand conseil parce que ce sont eux qui appellent et qui, du coup, ils ont la force de frappe de pouvoir tout de suite dire « oh, il faut quelqu'un, un financier, qui aide à refaire le business plan » ou « il faut quelqu'un qui aide à refaire le marketing ». Donc, du coup, ils arrivent à recréer ça. Après, de toute façon, c'est difficile d'obtenir du financement. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à chercher d'autres actionnaires, d'autres personnes qui vont mettre du capital et de les chercher, si possible, à travers ceux qui ont la même philosophie que vous, entreprise sociale. C'est-à-dire un fonds impact, c'est idéal parce qu'il aura la même philosophie et en plus parce qu'il va vous proposer de l'assistance technique. Après, je reviens aussi sur un autre sujet que tu disais, Sarah, sur le fait des mesures d'impact, des mesures de performance. Nous pensons aussi que c'est effectivement un grand outil très important pour aider les entreprises sociales parce que puisqu'ils cherchent du financement, de l'investissement au titre aussi du fait qu'il faut un impact social, c'est important qu'ils prouvent qu'est-ce que c'est l'impact social qu'ils sont en train de réaliser. Ça va faire changer les avis. Et du coup, c'est quelque chose que nous pensons c'est important à développer. Et notamment, par exemple, pour les entreprises sociales du secteur de la microfinance, le secteur de l'inclusion financière, nous avons travaillé avec une NGO, une entreprise sociale française qui s'appelle Cerise, pour développer les SPI, les Social Performance Indicators. Donc, un outil qui aide à travailler sur la mesure des indicateurs des performances sociales. Nous pensons que ce type d'outils sont très importants. Et notamment, voilà, sur l'Europe, on a développé aussi un outil de mesure et suivi de l'impact social qui est dédié aux entreprises sociales parce que, comme ça, nous pensons qu'ils vont pouvoir avoir plus de facilité à obtenir ce dont ils ont besoin pour pouvoir parler à égaux aux financiers pour dire, voilà, écoutez, peut-être mes comptes sont peut-être pas meilleurs que les autres, ma difficulté est une difficulté propre à mon business model, mais regardez l'impact social que j'ai. J'ai inséré dans le travail 1000 personnes, j'ai accompagné
pour qu'ils fassent moins de chutes à travers les cours de gymnastique, X personnes. Donc, c'est important de parler d'impact social, de parler de ceux pour lesquels les entreprises sociales sont nées. Effectivement, c'est important d'en parler pour effectivement démultiplier l'impact et avoir un impact positif sur sa communauté, sur son économie. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui. Donc, la facilité ICR est une initiative qui a été cofinancée par l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, par le gouvernement allemand et par le British Council. Mais elle est mise en œuvre par la GIZ, le British Council, Expertise France et SNV. Pour ceux qui nous suivent, vous avez l'onglet pour les questions, si vous avez des questions à nous poser par rapport à cette table ronde. Mais je vais continuer avec Sarah. Sarah, là, on parlait tout de suite d'impact. J'aimerais voir avec toi en termes d'impact et surtout de viabilité. Comment est-ce que ces entreprises sociales maximiser leur impact pour les populations locales et en même temps préserver leur mission à long terme? Alors, merci Ramatoulaye. Là, en fait, je pense qu'il faut repartir depuis l'origine, en fait. Bien définir les objectifs et la mission vraiment de l'entreprise afin de pouvoir évaluer, dire, bon, voilà, OK, on s'était fixé telle mission, les objectifs sont les suivants et on a réussi au jour d'aujourd'hui à impacter la vie de tel nombre de populations, de générer des activités génératrices de revenus, ce genre de choses-là, en fait. Donc là, bon, il y a différentes méthodes, mais en tout cas, une fois que c'est bien défini, surtout dans la stratégie donc, de l'entreprise sociale, après, on arrive vraiment à faire le reporting, à pouvoir dire, bon, voilà. Donc, l'objectif, c'était, par exemple, de toucher 200 familles dans le milieu rural. Au jour d'aujourd'hui, on a pu en toucher 150. Et ces 150-là, après, il suffit donc je dirais, de faire un calcul, en fait, parce que, bon, la famille africaine n'est pas la famille européenne, forcément. Quoique maintenant, avec les familles recomposées, ça commence à faire beaucoup de monde. Mais voilà, donc ce sont ces genres d'éléments-là, en fait, que nous utilisons pour mesurer donc l'impact social et vraiment de voir aussi dans l'environnement, dans la collecte, je dirais, dans l'écosystème même de l'entreprise, comment est-ce que vraiment elle a pu contribuer justement à l'amélioration donc des conditions de cet écosystème-là également. Donc, quand je vous parlais d'une entreprise qui s'appelle Teco Carré, elle, en fait, avec le recyclage des déchets de plastique, là, elle a carrément au jour d'aujourd'hui donc un partenariat avec le ministère de l'Environnement, par exemple. Autant ce travail-là avec le ministère de l'Environnement, ils ont toute une stratégie également de former les populations locales, et particulièrement ce sont les femmes. Hein. Généralement, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par cela. Donc, non seulement elles sont formées gratuitement pendant, par exemple, 3 jours à 1 semaine, à l'issue de cela, on leur explique ce que c'est, on leur explique ce que c'est qu'aussi le potentiel de business qu'il y a derrière, à dire que bon, avec ces déchets-là, c'est pas du déchet, en fait, c'est du déchet argent. Donc, ce déchet argent-là, vous pouvez le transformer, vous nous revendez la matière, si elle est triée correctement, vous pouvez créer des objets avec, donc on crée de l'artisanat derrière. Donc vraiment, c'est tout cela qui nous permet donc de faire le suivi donc de l'impact de nos entrepreneurs en fait. Très bien. Mais dans ce cas-là, Claudia, Sarah nous a expliqué comment maximiser l'impact et ce qui peut leur permettre aussi d'avoir une certaine viabilité. Au niveau de la BNP, comment est-ce que vous évaluez la mission et l'impact de ces entreprises? J'imagine que vous n'avez pas les mêmes matrices, vous n'avez pas les mêmes KPI. Comment vous évaluez l'impact-là dans le temps? Alors, tout d'abord, nous essayons que ce soit quelque chose qui est fait par l'entreprise sociale elle-même, et c'est l'impact qu'elle-même elle fait. Donc, du coup, nous essayons que ce soit
que ce soit quelque chose qui est proposé, qui est fait, qui est développé par l'entreprise sociale. Nous, pour les aider à mesurer leur impact, on a développé un outil qui s'appelle MESIS et qui du coup qui est proposé aux entreprises sociales, qui leur permet de voir, de calculer, donc au moment de mesurer, qu'est-ce qu'ils font pour leurs bénéficiaires. Donc, la base de cet outil est un outil qui dit, à la base, vous avez été créé pour servir cette population. Donc, qu'est-ce que vous faites pour cette population? Combien de populations vous servez? Et ensuite, qu'est-ce que c'est le résultat de votre accompagnement? Donc, on a essayé de le développer ensemble avec 3 autres acteurs français, INCO qui est un des grands réseaux qui accompagne un travail social et qui fait aussi l'investissement, et la CDP, la Caisse des dépôts et consignations. Donc, MESIS est aujourd'hui utilisé, par exemple, par la Fondation La France Engage, qui est un espèce d'incubateur et catalyseur des startups à impact social. Elle est utilisée aussi par des fonds impact comme Noves, qui est un autre fonds impact qui est dédié à l'investissement dans les entreprises sociales en France. L'idée est vraiment de pouvoir fixer, pour pouvoir que l'entreprise sociale fixe des objectifs. Donc, si je fais du recyclage du plastique, aujourd'hui, combien de recyclage du plastique est fait, par combien de personnes, qui sont dans quelle situation socio-économique, et après, elle peut se fixer des objectifs. Donc, je veux, à 2 ans, faire 10% de plus des tonnes, accompagner aussi des personnes qui sont dans un certain milieu socio-culturel, etc. Donc, c'est vraiment, le focus, c'est le bénéficiaire, qu'est-ce qui est fait pour eux. Donc, MESIS est utilisé maintenant par différents financeurs. Nous, on essaie de l'utiliser, on ne l'a pas encore utilisé pour regarder et valider notre process. On l'utilise pour comprendre chaque comité. Donc ça, oui, à chaque comité de crédit, comme ça, on peut comprendre qu'est-ce qui est fait. Comme ça peut aider, on l'espère au moins, que ça puisse aider les responsables des risques à mieux comprendre, à mieux analyser. Parce que au lieu de regarder des figés seulement sur des comptes qui sont plus ou moins bons, qui ont des perspectives plus ou moins correctes, d'essayer de focaliser aussi sur l'action qui est faite. Et voilà, donc du coup, on pense que c'est très utile. On l'a développé, on est toujours en train de le développer encore. Mais voilà, et à terme, on va le déployer de plus en plus. Merci beaucoup, Claudia. Merci, Sarah. Maintenant, je vais appeler Auréliane pour la partie questions-réponses. Auréliane, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as des questions? Oui, alors on a une question, mais avant ça, j'aurais une question à poser à Claudia. Je crois que dans l'audience, on a quelques personnes qui sont intéressées à en savoir un peu plus sur le contexte africain. Du coup, je pense que ce serait bien si vous pouviez juste donner quelques exemples sur votre travail en Afrique. Oui, très, très volontiers. Alors, nous, déjà, à la base de notre stratégie est de travailler l'entrepreneuriat social et microfinance sur les pays où la banque est présente. Donc, du coup, on a regardé et on essaie de développer là où il y a une BNP Paribas en Afrique, c'est-à-dire Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina, Guinée et Afrique du Sud. Après, c'est important que ça ne vienne pas du haut. C'est-à-dire, c'est pas on veut faire ça, allez-y. Non, il faut que ça soit pour tout projet, pour que ça se développe, il faut qu'il trouve l'intérêt local, trouve un intérêt auprès des personnes qui sont sur place. Donc, du coup, nous avons sélectionné parmi ces pays, nous avons sélectionné les pays où il y a une certaine économie dans lesquelles il y a des entreprises sociales. Donc, il y a un marché. Donc, on a sélectionné le Sénégal, le Maroc, Tunisie, et avec peut-être un peu aussi la Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait fait une recherche pour voir où est-ce qu'il y a les plus d'entreprises sociales. Sur ces pays, ensuite, on a commencé, déjà il y a 2-3 ans, on a commencé à essayer de développer les Act for Impact. Donc, la première étape de ça, c'est déjà travailler en interne, faire comprendre le concept, les mécanismes, faire valider la politique spécifique des crédits.
regarder si dans les portefeuilles, il y a déjà des entreprises sociales, parce que ça aide énormément, et ensuite développer. Donc, à ce jour, on est dans cette phase de développement, surtout sur le Maroc et sur la Tunisie. Dans les deux pays, il y a 6 clients, parmi lesquels il y a des institutions de microfinance, parce que l'institution de microfinance, c'est typiquement, on voit un problème social, qui est le manque d'inclusion financière, à un modèle économique, qui est faire de crédit avec une marge, et puis réintègre la plupart des bénéfices. Donc, on a travaillé sur la microfinance, et pas seulement dans ces deux pays, mais aussi en Côte d'Ivoire, aussi au Sénégal, aussi en Guinée et en Afrique du Sud, nous finançons des institutions de microfinance. Donc, qui sont des institutions de microfinance qui accompagnent surtout la ruralité, mais pas seulement. Au Sénégal, c'est Microcred, par exemple, Baobab ou Advance, aussi en Côte d'Ivoire. Au Maroc, c'est BMCI. Avec la BMCI, on accompagne la Fondation Atadamoun, on accompagne à la Mana. En Tunisie, on accompagne ENDA. En Afrique du Sud, CEF, la Small Enterprise Foundation. Donc, en fait, côté microfinance, on a déjà commencé. Les développements côté travail social, on l'a fait surtout en ce moment pour la Tunisie et pour le Maroc. Il y a dans chacun de ces pays 4-5 autres clients. Je ne sais pas, par exemple en Tunisie, Acacia for All, qui fait de la plantation d'acacias fait par des femmes et tout en leur permettant de vendre des produits qui sont faits sur les mêmes parcelles. Ou bien au Maroc, on travaille avec AMH Foundation qui accompagne sur l'handicap. Donc en fait, on essaye de développer beaucoup moins. C'est-à-dire, on a 2500 clients entreprises sociales et sur l'Afrique, je pense que tout compte fait, on doit être à une trentaine. C'est trop peu. Donc c'est vraiment, ça est un véritable problème. Pourquoi on n'arrive pas plus? Alors sans doute, de notre côté, c'est que nos filiales africaines se concentrent sur des entreprises plus grandes. Et en fait, on n'a pas réussi à trouver des grandes entreprises sociales en Afrique. Donc quand on leur présente des entreprises sociales qui ont moins qu'1 million ou 2 millions de chiffres d'affaires, ils nous disent, mais non, c'est pas notre business model. Nous ne sommes pas capables de travailler avec des entreprises aussi petites. Après, ça peut être aussi que les entreprises sociales en Afrique, il y en a moins. Et donc, il faut accompagner l'essor. Et du coup, c'est des startups. Donc, du coup, les startups, c'est pas les financeurs qui vont les accompagner, mais on pourra les accompagner à travers du mentoring, à travers du volunteering, du volontariat, à travers la mise en relation. Et ça, du coup, dans les pays que j'ai cités, c'est quelque chose qu'on veut développer. Et il y a, a priori, une bienveillance pour pouvoir le faire. Et on essaie de le faire. Mais c'est vrai, il faut créer quelque chose de plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a investi dans IPDEV, donc Investissement et Partenaires 2, qui est un fonds qui investit dans les fonds propres des entreprises sociales en Afrique. Donc, vous voyez, on voit bien la difficulté, mais on a cette ambition quand même de pouvoir les accompagner. D'accord, merci beaucoup. J'ai une question maintenant de quelqu'un dans l'audience. C'est une question pour Sarah. Donc la question c'est comment parvenez-vous à prendre en charge le statut juridique des entreprises sociales au Burkina Faso qui appliquent les critères de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires? La question. En fait, nous alignons sur le droit positif. Donc, on a des entreprises qui sont sous la forme de la société par action simplifiée, de la SARL. Donc, on est absolument dans le droit positif. Pour autant, c'est pas forcément la forme juridique là qui est en fait, c'est vraiment le pacte d'associés, c'est l'ambition, la vision donc de l'entreprise qui fait vraiment la dimension sociale en fait. Voilà, c'est pas forcément le fait que parce que je suis en SARL que je suis moins sociale qu'une entreprise qui serait sous la forme d'une coopérative ou d'une association. Je pense qu'il faut pas prendre la chose dans ce sens-là en fait. Et on s'adapte. Comme il n'y a pas non plus de statut juridique spécifique donc aux ESS, donc on fait avec ce qu'on trouve donc sur
dans le droit positif, en fait. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup, Sarah. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions de l'audience. Est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être des panélistes à d'autres panélistes? Non, ben ça, nous, on est vraiment à disposition si on peut travailler ensemble pour essayer de développer dans les pays où on vous a dit les difficultés qu'on a, mais c'est vraiment un objectif de pouvoir avancer sur ce terrain, de pouvoir accompagner le travail social. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous après pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que vraiment, c'est le but d'y arriver. Le but est que les entreprises sociales puissent s'agrandir. Moi, j'ai envie de dire à Claudia que ce qui est dit, parce qu'on va la prendre au mot et on ne va pas manquer de revenir vers elle, parce qu'on a besoin de ça. Et particulièrement, je pense que en fait, d'avoir un banquier comme vous qui parle à d'autres banquiers, ça va faire sens. Parce que quand nos entreprises arrivent et qu'on leur demande un PUH, là, enfin, un titre foncier pour pouvoir avoir un accompagnement, etc., bon, c'est pas forcément évident. Mais je pense qu'il y a cette formation que vous avez faite auprès de vos collaborateurs, là, justement, sur ce que c'est que l'entreprise sociale, déjà, ça manque chez nous. Donc, il y aurait vraiment peut-être quelque chose à faire aussi, ne serait-ce que même à commencer par là. Les différents acteurs, même aussi bien microfinance et autres, hein, parce que même dans les microfinances, non seulement les taux d'intérêt sont très chers, parce qu'ici, on est autour au moins de 15%. Hein. C'est pas comme en Europe, je sais que des fois, on a des taux à 3%, 3 et 5. Là. Chez nous, là, ça n'existe pas, pour commencer. Et ensuite, si en plus, déjà, ces taux-là sont élevés et d'autres contraintes, ce serait vraiment à un moment donné intéressant de pouvoir partager votre expérience à vous, parce que, bon, les pairs par le pair, c'est beaucoup plus… si vous pouvez même les mentorer, voilà, ce serait plutôt ça. Du mentorat de banquier à banquier, ce serait vraiment intéressant. Et nous-mêmes, nous sommes preneurs également au niveau de l'écosystème, parce que ça nous… en entamant les dialogues, on s'est rendu compte que c'est ça, parce que nous avons notre propre vision des choses, mais vous avez la vôtre aussi. Donc, du coup, c'est vraiment de trouver vraiment le point de consensus ensemble, là, pour pouvoir faire évoluer les choses vraiment rapidement, quoi. Donc, on est vraiment preneurs. Oui, tout à fait. Même. Et essayons. La question, ça nous arrive de parler à des banquiers. Je vais me reprendre ce que Sarah dit. Ce qui est dit. Allez-y, Claudia. Voilà. Non, je disais juste que souvent, ça nous arrive de parler à d'autres banquiers qui nous disent mais comment vous y arrivez? Et du coup, on explique. Voilà. On se dit que il y a pas les mêmes secrets sur le monde de la travail social, parce que le plus il y aura de personnes, des financeurs, des entités qui travailleront pour développer ce secteur, le mieux sera pour la société. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Okay, génial. Je pense que tout ceci va aller sur une grosse session de mentoring avec les banques d'Afrique de l'Ouest, et on sera heureux de vous mettre en relation. Parce que au Sénégal, les taux d'intérêt de 10% à 20%. Ce qui est impossible pour une start-up, pour une compagnie, même qui est dans le secteur le plus profitable, encore moins pour une entreprise sociale. Donc, il faut que ces deux secteurs soient développés, parce qu'il y a une opportunité de ce secteur, et surtout une opportunité d'avoir un impact positif sur le pays, sur l'économie, sur la société, sur la communauté. Donc, ravi de continuer sur ça. Je vais juste rappeler que vous avez les fact sheets qui vous ont été transmis via la chatbox, ainsi que la présentation d'aujourd'hui. Si vous pouvez encore intervenir pour les quelques minutes qui nous restent via la chatbox, la boîte à questions, on va dire. Et j'aimerais rappeler que la facilité ICR est cofinancée par l'Union européenne, par l'Association des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, par le gouvernement allemand et par le British Council. Elle est mise en œuvre par la GIZ, le British Council, Actis France et SMV.
Donc là, est-ce que Fabienne, tu as une contribution, Sarah, Claudia, avant que je passe à la présentation du support individuel? C'est bon? Parfait. Une prochaine slide, s'il vous plaît. Oui, s'il te plaît. Oui, alors peut-être moi j'allais rajouter un point en termes de comment assurer la pérennité de ces entreprises dans le temps, à savoir c'est les bonnes pratiques et la bonne gouvernance. Ça, je crois, on le souhaiterait jamais bien assez. Quand on commence en business, on est très dans l'opérationnel, mais on oublie qu'en fait, je dois structurer mon entreprise, je dois mesurer l'évolution de mon entreprise. On pilote pas les yeux bandés. Ça, c'est autant vrai pour une entreprise normale qu'une start-up ou encore une entreprise sociale solidaire. C'est comment j'intègre des pratiques de bonne gouvernance dès le début. Et ça, c'est très important. Et je ne peux pas me taper le luxe, surtout quand je suis une entreprise sociale solidaire avec tous les enjeux que j'ai derrière et que je réfléchis pas sur quelles sont les bonnes pratiques que je peux mettre en œuvre pour assurer mon cash flow, pour manager ma trésorerie, pour pouvoir payer mes factures, payer mes fournisseurs, recueillir l'argent de mes clients. Donc ça, c'est tout ce qui est le management financier qui va faire aussi que je puisse être capable de rembourser le crédit ou de assurer une certaine seuil de rentabilité, comme on nous a expliqué. Le troisième, la deuxième, c'est l'impact social. Ben, quand je suis une entreprise, j'ai une mission sociale, mais je travaille avec plusieurs stakeholders. Tout business a un impact dans le milieu où il vit. Alors, que ça soit le milieu dans le sens par rapport à l'environnement. Donc, ça veut dire, c'est pas parce que je suis une entreprise sociale que j'aide les femmes à faire de l'agriculture que je veux me faire des politiques de terre brûlée, alors qu'on sait que ça a un impact environnemental. Ça va autant plus vite, d'accord, pour débroussailler les champs, mais ça détruit la nature par la suite. Donc, il faut aussi cette cohérence que les entreprises sociales doivent avoir avec, c'est vrai que j'ai ma mission sociale, mais je dois pouvoir les mettre en jeu avec ce qu'on appelle par exemple les pratiques de ESG, des entreprises, les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, qui fait que ma mission sociale ne génère pas des externalités négatives. Donc, comme j'ai dit, l'exemple favoriser l'agriculture des femmes, d'accord, former les femmes à l'agriculture, mais en même temps pratiquer les terres brûlées avec l'impact sur l'environnement. Et le troisième impact de tout un business, ce sont les personnes, c'est mes clients, c'est mes employés, voilà. C'est qu'on soit à 2, qu'on soit à 3, mais la culture d'entreprise aussi. Souvent, on pense que, d'accord, je peux avoir des indicateurs pour montrer aux investisseurs que oui, voilà ma progression, mais on oublie qu'une entreprise sociale et solidaire, c'est aussi une façon d'être et d'agir. Et ça commence en interne dans l'entreprise. Ça commence par le respect qu'on se donne dans l'entreprise. Ça ne sert à rien d'aller sauver le monde si déjà, nous, dans la culture de l'entreprise, on n'a aucun respect. Donc, c'est cette cohérence que l'entreprise doit avoir au fil du temps qui va faire qu'aujourd'hui, qui va assurer sa pérennité en pilotant ces critères ESG qui est l'environnemental, le social et la gouvernance. Et éviter les corruptions. Ça c'est un truc qu'il faut souligner, qu'en Afrique, on est vraiment exposé à la corruption, surtout pour les entreprises qui se démarrent. On a un peu ce qu'on appelle les systèmes des vieux. Hein, excusez-moi, mais on va t'expliquer que voilà, ici, on agit toujours comme ça. Donc, tu vas avoir telle autorisation, tu dois mettre l'argent sur la table, voilà. Donc, beaucoup d'entreprises qui ont commencé en Afrique se sont confrontées à ça aussi. Ou juste du sabotage, parce que tu n'as pas appliqué les règles, entre guillemets, de ce qui est fait localement, telle autorisation on ne te donne pas, tel dossier on va bloquer, tu dois payer. Et donc, ces entreprises sont aussi confrontées à ces politiques, à ces enjeux de corruption, qui fait que, quel est l'enjeu de ma mission sociale et alors après, si je dois basculer d'une manière ou d'une autre à des pratiques illégales pour pouvoir l'assurer. J'ai envie de dire la bonne gouvernance, elle est souhaitée, appréciée dans tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, dans notre entreprise, dans nos familles, dans notre propre vie. La bonne gouvernance, c'est important. Mais pour les entreprises sociales qui ont des enjeux aussi importants, aussi lourds, qui ont des missions aussi importantes, nous insistons sur ce fait. On compte vraiment sur ces modèles d'entreprise, sur ces modèles économiques avec un impact positif sur la communauté
pour donner le bon exemple et surtout s'assurer une pérennité. Voilà, ne pas finir en faillite avec ces mauvaises pratiques. Donc, merci Fabienne d'avoir rappelé ça. S'il n'y a plus de questions, Auréliane, est-ce qu'on est bon au niveau des questions? Sarah, Claudia? Donc, pour moi, c'est bon. Hein. Passer... Vous avez tout dit, surtout mis l'accent sur la gouvernance là. Effectivement, on travaille là-dessus, c'est vraiment primordial. Merci. Non, je pense en tout cas, merci à vous. Superbe contribution. Oui, Claudia. Merci, Bonan. Je disais que c'était très, très bien dit. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, le travail est dur, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. On peut changer le monde tous ensemble. Donc, bravo aux entraides sociales, bravo à chercher à les développer en Afrique, il y a tellement de besoins. Donc, allez, maintenant, on s'y met. Et on compte sur vous, on vous a pris au mot. Donc, nous allons passer aux cliniques que propose ICR. Donc, je vous dis au revoir alors. À bientôt. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir passé ces instants avec nous et nous resterons en contact. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, nous aimerions vous montrer maintenant les cliniques de l'ICR. Donc, les soutiens qui sont ciblés sont des sessions virtuelles et individuelles de soutien. Pour être éligible, il faut être acteur public ou privé basé dans un des pays de l'ACP. Nous attribuerons des créneaux en fonction des disponibilités et on va veiller à respecter un équilibre régional sur cette opportunité dans l'ensemble des pays de l'ACP. Donc, si cela vous dit, si vous êtes intéressé par cette opportunité, vous avez jusqu'au 10 décembre pour envoyer un mail à info@icr-facility.eu pour faire votre demande et vous pouvez voilà, obtenir ce soutien pour votre organisation. Et si votre organisation, s'il y a des questions par rapport à comment se passe cette clinique, comment se passe ce soutien, n'hésitez pas à contacter cette adresse email que je viens de vous communiquer qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous l'avez également sur la présentation qui a été transmise sur la chatbox. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et à profiter de cette opportunité d'accompagnement. Donc, nous allons mettre dans la chatbox aussi un questionnaire de satisfaction pour savoir comment vous avez trouvé la session, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a été utile. Donc, vous pouvez cliquer sur les boutons dès maintenant. Donc, voilà. Est-ce que les informations reçues aujourd'hui ont été utiles à votre organisation? Donc, c'est un point qu'il est important pour nous de savoir et aussi trouver aussi ensemble comment mieux répondre à vos attentes, mieux supporter et mieux vous accompagner. Donc, on va encore laisser le pôle quelques instants pour que vous ayez le temps de voter et de répondre à cette petite enquête de satisfaction. Nous allons bientôt arriver à la fin de ce webinaire sur pas de taille unique pour tous, sur les besoins variés des entreprises sociales et inclusives. Donc, durant l'heure et demie passée, nous avons mis en lumière les nombreuses formes et tailles des entreprises sociales, les formes d'organisation et comment ces différences influent sur les besoins de financement. Nous avons eu Claudia de la BNP Paribas qui nous a partagé beaucoup d'informations sur les mécanismes de financement par BNP Paribas. Et nous avons eu Sandra et Ouedraogo de 2IE
une entreprise sociale et solidaire basée au Burkina Faso. Donc, si nous avons fini, je vais faire appel à Fabienne et Sarah pour faire des petits mots de revoir aux personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Fabienne, à toi. Alors, pour le petit mot de revoir, moi, j'ai un slogan que j'aime beaucoup, qui est de ma start-up aussi, c'est servir les personnes et la planète tout en faisant des profits. Moi, je crois qu'on doit être à l'aise avec. Oui, on peut faire des profits. Quand on parle d'une entreprise, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour vendre, c'est pour faire du profit. On doit se décomplexer par rapport à ça. Mais la manière dont je fais le profit peut servir les personnes autour de moi, peut apporter un développement inclusif à mon pays, peut porter aussi, préserver l'environnement pour les générations futures. Donc, c'est vraiment aujourd'hui dans le continent africain, comme j'avais expliqué, la politique d'exportation, ça détruit. On ne pourra pas développer l'Afrique si l'Afrique est totalement tournée vers l'exportation. Il faudrait qu'on puisse pouvoir transformer les produits localement pour, d'abord créer de l'emploi, parce que dès qu'on dit transformation, chaîne de valeur, ça fait qu'il y a plus d'emplois qui sont créés. Et puis, on vend des produits finis, déjà aux populations locales. Parfois, il y a moi, je suis au Congo, on importe des œufs. Je suis désolée, j'aimerais clôturer par ça pour montrer, mais comment un pays riche comme le Congo, avec des hectares, apporte des œufs de Carrefour. Moi, je vous dis, vous partez au supermarché à Kinshasa, vous trouvez des œufs. Je n'ai rien contre les œufs de Carrefour, ils sont peut-être de bonne qualité, mais voilà, le développement inclusif en Afrique, c'est de pouvoir, dans les secteurs clés comme l'agriculture, la santé, l'éducation, que ces entreprises puissent porter les besoins de populations locales, répondre à ces besoins. Et il y a tellement de demande qu'elles pourront être inclusives et pérennes. Mais elles doivent être accompagnées, encore une fois, c'est l'écosystème. C'est comme avoir des bébés dans la couveuse, voilà. Elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'avoir un écosystème qui permet l'essor. Et ça, ça commence par la classe dirigeante, les politiciens, les financiers, les banquiers, les incubateurs, les gens qui ont tout justement, nous aussi de la diaspora, qui avons peut-être ces compétences techniques à mettre au service de ces entreprises pour pouvoir les aider dans leur développement. Donc oui, les enjeux sont énormes, mais pour moi, la durabilité n'est pas une option en Afrique, c'est une nécessité. On doit le faire, on n'a pas le choix. Excellent. Merci beaucoup, Fabienne, pour les contributions d'aujourd'hui. À toi, Sarah. Alors, je suis tout à fait en phase avec ce que Fabienne vient de dire. Donc, du coup, je vais essayer de switcher un peu sur un autre volet. Mais ce qui est sûr, c'est la vision stratégique de 2IE, en fait. L'Institut est là parce qu'on veut vraiment développer le continent avec ses ressources propres. Développement endogène. Donc, c'est vraiment sur ça que nous sommes alignés. C'est ce qui guide aussi notre action de tous les jours. Maintenant, on s'est bien rendu compte après qu'au niveau de l'écosystème, pour travailler, il faut qu'on se parle et qu'on travaille ensemble. Donc, c'est pour ça que je reviens encore sur le point de la co-création. On a chacun nos logiques, en fait, mais il faut qu'on se mette à la place des uns des autres parce qu'on a un objectif qui est commun pour y arriver. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on collabore et il faut qu'on trouve des solutions ensemble pour que justement, ce soit des solutions qui soient vraiment adaptées à nos réalités. Notre contexte est ce qu'il est. Je ne suis pas sûre même que Bill Gates, même s'il était venu créer son entreprise, même en Afrique ici, il serait aujourd'hui au niveau qu'on lui connaît. Voilà, donc pour dire les choses simplement. Donc du coup, on s'adapte dans nos environnements et nous sommes des partenaires, nous tous de la société civile et du secteur privé, des partenaires des politiques publiques et des institutions internationales. Donc vraiment, c'est pour vous dire que nous sommes prêts vraiment. Ça nous permet aussi de nous exprimer et que vous compreniez mieux, que vous adaptiez mieux les vaisseaux aussi avec lesquels vous voulez nous accompagner. Donc, nous sommes tout à fait disposés à ça et ensemble, on va y arriver. Voilà, merci. En tout cas, merci pour ces derniers mots d'espoir et de motivation. Merci à tous qui nous avez suivis. Merci Sarah, merci Fabienne, merci Claudia qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Aureliane également pour l'assistance. Nous arrivons fin
à la fin de ce webinaire. Merci à tous et n'hésitez pas à contacter l'adresse email info@icr-facility.eu. Nous avons aussi un profil LinkedIn qui a été mis dans la chat box que vous pouvez aussi consulter et nous écrire dessus. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et à très bientôt.